En manchette, aujourd'hui, Jacques Villeneuve de Saint-Cuthbert confirme sa participation au prochain Grand Prix de Trois-Rivières. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 14 juillet. Ce matin avait lieu à Trois-Rivières une conférence de presse en lien avec la 52e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Mais c'était surtout pour confirmer la participation du pilote de Saint-Cuthbert, Jacques Villeneuve, quintuple gagnant du Grand Prix de Trois-Rivières, à la prochaine édition. 46 ans après son premier départ, qui fut victorieux, soit dit en passant, lors du Grand Prix de Trois-Rivières, le vétéran Jacques Villeneuve revient sur le circuit trifluvien pour participer aux épreuves de la série Légende modifiée qui seront disputées les 5, 6 et 7 août prochains. Les amis du Grand Prix en profiteront pour l'accrocher au passage et finalement, Jacques Villeneuve sera intronisé à son temple de la renommée où il ira rejoindre son frère Gilles qui est membre depuis 1999. Jacques a mentionné qu'il n'a jamais été intéressé à se déplacer pour des plaques et des médailles. Mais quand le Grand Prix lui a dit qu'il y aurait peut-être une place pour revenir peser sur la suce, comme il dit, ils ont eu son attention. Le vétéran pilote de 68 ans, 9 mois, 4 jours, lors de la dernière course des légendes, participera donc à cette course des légendes qui clôturera la 52e édition du Grand Prix, la dernière course qui se déroulera le 7 août prochain. C'est grâce à l'appui du groupe Le Canadien qui est propriétaire de plusieurs restaurants du centre du Québec, dont le légendaire Roy Giuseppe, l'inventeur de la poutine, et de son PDG Laurent Léger-Proulx, que Villeneuve prendra le volant de la légende modifiée de l'équipe du trifluvien Maxime Tardif. On écoute, on a un extrait de la conférence de presse de ce matin, alors que Jacques Villeneuve répondait aux journalistes. Monsieur Villeneuve, il y en a une qui souhaitait que vous preniez vos précautions. C'est ça qu'on s'est fait dire. Oui, mais ça, les précautions quand tu es dans une auto de course, c'est pas l'affaire qui se passe le plus. C'est que, je veux dire, précaution pour toi-même. Précaution pour l'auto, oui, tu y penses, mais précaution pour toi-même, ça fait partie de la game. C'est tout, comme je dis tout le temps, on pèse ça sur, on essaie de rouler vite. C'est quoi? Quel genre d'étapes que vous avez dû faire avec le médecin et tout? Pas rien, c'est juste des vérifications. Écoute, malheureusement, mon âge, j'ai des vérifications à faire avec mon âge de 68 ans. Et c'est tout, tout est bien passé là-dedans. Votre état de santé en général, quel est-il? Parce que vous avez des problèmes qu'on connaît il y a quelques années. Est-ce que c'est en rémission? En 2014, j'ai rendu tranquille, et ça dort, on pourrait dire. On a eu du traitement là-dedans et c'est pas mal dissipé à ce que je cherche. Pour tout le reste, malheureusement, la vieillesse fait que tu es un peu moins de tout que tu l'étais dans le temps. Mais je ne crois pas que c'est un problème pour moi pour l'instant. Bon, comment vous envisagez maintenant de vous trouver en piste? Bien, comparativement à la semaine passée, j'étais à Icar, je ne connais pas la piste du tout. C'était assez mélangeant parce que tu passes ton temps à chercher quel coin. Tu sors de moi, l'autre est à gauche, est à droite. Ici, je connais le circuit. C'est pas le problème, je connais tous les points. Mais ça fait 5, 6, 7 ans que je suis venu, en 2016, je ne sais pas quand, c'était la dernière année. Ça n'a pas changé, c'est toujours pareil pour ce qui est des tours à gauche et à droite. Mais c'est une auto différente, un véhicule différent. Ça ne colle pas à terre de la même manière qu'une formule ou quoi que ce soit colle à terre, c'est un peu plus glissant. Ça continue avec ça qui se fait dans la fin de semaine ici. On va faire ce qu'on peut de mieux. Je ne suis pas tardé beaucoup là-dessus, moi, en accélérant, puis je pèse, j'essaie de faire du mieux que je peux, aussi que je peux. Alors, ça, à vivre et à découvrir, comme je dirais. Donc, vous êtes là pour gagner, sans doute. C'est pas manqué, c'est à vivre et à découvrir. Ça va à quelle vitesse, ça, s'il vous plaît? On a plus que 160, 170 km, dépendamment des boulevards. Le grand boulevard à l'arrière, ça va dans ces coins-là, ça peut, je pense. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus facile que la motoneige? Non, c'est différent de la motoneige. La motoneige, elle glisse, ça aussi, ça glisse. Mais moi, j'ai toute ma vie d'expérience avec la motoneige. Ça, c'est pas tout à fait pareil. Une fin de semaine, j'avais fait la semaine passée. Alors, c'est des choses à te mettre dans la tête. La glissade, c'est une glissade, mais la glissade en motoneige, avec sa manière, la glissade en motoneige, c'est différent. Et ça dépend des types. La motoneige n'est pas une motoneige très
Rapide à réagir, ça fait un mauvais move ou quoi que ce soit. Ça, c'est assez rapide à réagir, si tu fais un mauvais mouvement. Alors, c'est pour ça qu'il faut allumer et ça pédale au bon moment et au bon endroit. Le temple de la renommée, ça représente quoi pour vous? Bon, c'est merveilleux, Matt. Je ne suis pas le plus attaché à ces choses-là, le café, quoi que ce soit, de à la maison, souvenir, quoi que ce soit. Je veux dire, c'est une bonne chose de terminer de même par un circuit et de faire partie de l'histoire de Christ en même temps, comme mon frère Gilles d'ailleurs et mon neveu. Alors, le nom de Villeneuve, c'est important, c'est une forme de l'appuyer. Un coup parti, il en a été question tantôt, ça vous aurait pas tenté de sauter dans une Formule Ford? Non, je l'ai fait il y a quelques années en arrière, mais c'est un peu le même principe. Je ne fais pas 100% de temps et les gars sont habitués en avant. Il faut que tu fasses beaucoup assez de roulage en piste pour avoir des temps à l'air, etc. Je ne dis pas tout là, je ne dis pas non. Je ne dis pas non d'en faire plusieurs courses à la fois peut-être, mais c'est pas ce qui me drive tellement, je ne sais pas ce qui m'emballe tellement. Écoute, la retraite que j'ai m'emballe, on est bien que mon niveau, on a fait du campagne pour motoriser. Ça, ça a été un peu piquant avec le parler de ça. Ça n'a pas de mal d'essayer ça. Merci infiniment, bonne chance. Merci. Donc, Jacques Villeneuve, 68 ans de retour en piste lors du Grand Prix de Trois-Rivières. CTRB a pu discuter d'actualités politiques fédérales avec le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, cette semaine. Voici un premier extrait découlant de cette entrevue. Dans un autre ordre d'idée, il y a eu aussi, je vais t'interpeller un petit peu sur la panne de Roger, les télécommunications la semaine dernière et tout. L'intervention de justement. Mon voisin de circonscription, François-Philippe Champagne. Moi, c'est ça. Qui dit, regarde, je vais serrer la vis aux télécommunications, je vais m'arranger pour qu'il y ait de l'alliance, autrement dit, pour pas qu'on se retrouve avec le même problème. Parce que, oui, que les téléphones fonctionnent plus ou moins bien, on peut peut-être s'arranger, mais c'est devenu des Interact, les systèmes Interact. Tantôt, tu parlais des passeports. Service Canada s'est retrouvé le bec à l'eau pendant presque 24 heures, 36 heures. C'était peut-être pas la bonne période pour que ça se passe. Est-ce que vous en avez discuté déjà de ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le gouvernement a demandé aux grands ou vous pensez qu'il y a d'autres solutions? Vous savez, Mme Yvon, moi, c'est un dossier que je travaille quotidiennement. La dernière fois que j'ai parlé à François-Philippe Champagne, j'ai parlé d'une tour cellulaire, de tour de couverture cellulaire. Parce qu'on a plusieurs zones dans Berthier-Masquinongé qui sont très mal couvertes. Puis quand tu te dis, on peut toujours s'arranger si le téléphone fonctionne plus ou moins. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est un 24 heures. On a été capable d'appeler 911 pendant la panne. C'est grave. C'est ça. À un moment donné, des fois, je trouve qu'on est un peu relax au Québec. On dit, ben oui, on comprend. Il faut arrêter de comprendre. On est en 2022, là, des tours cellulaires, ça en prend sur le territoire. J'ai des secteurs, Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Élie-Caxton, Saint-Édouard de Masquinongé. Puis dans la partie de la Laudoise aussi, il y a des trous là, dans le coin de Saint-Eustache, un peu partout. Et ça, il faut combler ça. Pour revenir à la panne, ben c'est bien. Moi, je suis d'accord. Vous savez que François-Philippe, c'est un gars que j'apprécie quand même. Là, on s'entend bien. Sauf que ça ressemble encore à des belles paroles. Moi, je veux des actes. Donc, on est d'accord. Puis, s'il y a des mesures à prendre, d'avoir mon appui là-dessus, c'est certain. C'est certain. Parce qu'il faut assurer un service de qualité pour les gens, particulièrement au prix qu'on paye. Vous savez qu'on est un des endroits dans le monde où on paye le plus cher. Ouais. Ça non plus, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, on peut-tu réglementer pour que ça ait de l'allure un peu pour le monsieur, madame, tout le monde, comme on dit tout le temps, là, un peu en phrase cliché, là, mais pour les gens ordinaires, ça n'a pas de bon sens qu'on paye 80$ par mois pour un cellulaire. Non, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je vais t'interpréter. Et on va te souhaiter quand même des belles vacances en espérant que ça puisse arriver. Peut-être en terminant, si les gens veulent rencontrer M. Blanchet, aujourd'hui, j'ai la misère avec mes mots, excuse-moi, ils couperont. François, avec le chef. En fait, on avait planifié un petit cocktail de financement là, la semaine dernière. C'était le 7 juillet. Et puis, il y avait eu des contacts COVID là, dans ma famille proche. Et j'étais dans les premiers jours. Puis vous savez que ça repart. Là, on a l'impression que c'est fini. Mais nous, il faut qu'on fasse en plus 2 fois plus attention que tout le monde. Puis on ne voulait pas réunir une cinquantaine, soixantaine de personnes. Non, ça je comprends. Alors on a reporté ça au 17 août. On va être à la Norée, au vignoble L'Anneau d'Or. C'est une belle place. Fait que, sur les pages Facebook, là, il y a
il y a toutes les informations si jamais il y a des gens qui s'intéressent. Sinon, c'est bien sûr que M. Blanchet fait son tour dans le comté de temps en temps aussi, là, des visites, des choses comme ça. Alors, quand on aura l'occasion, puis moi aussi, pendant l'été, je vais quand même faire les marchés, quelques petits événements, c'est sûr, là, on en a parlé, on a nommé à plusieurs reprises, j'essaie de prendre un bloc de quelques semaines de vacances là, qui est bien mérité, mais on sera présent quand même, là, puis l'équipe va toujours être active, le bureau est ouvert tout l'été. OK. Si vous êtes mal pris, 819-228-1210, n'hésitez pas, on fait un paquet de choses, des fois les gens sont surpris comment on peut les référer aux services correspondants à leurs besoins, alors on est là pour vous autres, puis c'est notre job, donc soyez pas gênés de nous appeler. Je m'excuse pour les petits accros de nom aujourd'hui, je sais pas, j'ai peut-être pas de problème. des vacances. On est entre nous. C'est ça. Ben, je te remercie beaucoup, Yves, puis comme je te dis, s'il y a d'autres points qui se passent dans l'actualité politique fédérale, on suit ça aussi, là, il peut se passer n'importe quoi, on va suivre ça, puis on va peut-être t'interpeller encore sur différents sujets. Merci. C'est bon, bye. Sur ce, allons à la pause. Dans un premier temps, ce 14 juillet, souhaitons un bon anniversaire aux gens d'origine française qui demeurent dans la MRC de Daudraye. Donc, 14 juillet, fête des Français. C'est aussi la fête de Denise Soulière et de Alice Marquis. C'est la FADOC de l'Île-du-Port qui leur souhaite un heureux anniversaire et le Centre d'action bénévole d'Audraye souhaite bonne fête à Claude Adam. On poursuit maintenant l'information. CTRB vous informe qu'on en est rendu déjà à la 3e semaine du Festival de la Naudière, le festival de musique. On écoute Renaud Loranger, qui est le directeur artistique du Festival de la Naudière. Il nous parle des concerts à venir. On écoute. Bonjour Renaud. Bonjour Daniel. On est encore à l'amphithéâtre. On est encore, c'est pas votre. On est à l'amphithéâtre. On est toujours à l'amphithéâtre. Et on est déjà rendu à la 3e fin de semaine. Voilà. Ça va vite, tourne toujours. Oui. Le beau temps. Le beau temps est au rendez-vous. Le festival bat son plein. Et là, on parle souvent de la saison 2022 comme d'une forme de renaissance pour le festival, puis de retour vraiment aux grands artistes internationaux, aux grands visiteurs de l'étranger. Évidemment, on a beaucoup d'artistes canadiens, québécois, des artistes de la relève, des artistes plus établis, mais la Naudière ne serait pas la Naudière sans la présence d'artistes importants de l'extérieur. Et là, en fin de semaine, 15, 16 et 17 juillet, on est servi. On accueille donc pour 3 concerts un orchestre allemand qui compte parmi les plus importants des dernières décennies, non seulement d'aujourd'hui, mais des dernières décennies. Un des orchestres les plus endisqués dans le monde. C'est un orchestre qui s'appelle, en français, l'Académie pour la musique ancienne de Berlin. Oui. Ça a l'air très... ça fait un peu pompeux comme ça, là. Académie für Alte Musik Berlin en allemand. On utilise souvent l'acronyme, ACAMUS, c'est plus rapide, mais c'est vraiment un des orchestres, c'est un orchestre qui joue sur instruments d'époque. C'est un des 3 ou 4 dans le monde les plus en demande, les plus importants. Et là, on a développé ce magnifique, magnifique projet autour de symphonies de Beethoven. Ouais. Je vous le donne en mille, c'est un projet qu'on avait imaginé pour l'anniversaire Beethoven en 2020. Ouais. Avec eux, évidemment, on connaît les circonstances, ça n'a pas été possible en 2020 de les accueillir. Partout dans le monde, 2020 a été une année à oublier, disons. Là. Et disons que, c'est-à-dire qu'en 2020, le monde entier s'apprêtait à souligner le 250e anniversaire de Beethoven. C'était ça, la bougie d'allumage. Puis comme je dis beaucoup depuis 2 ans, Beethoven a vraiment, vraiment raté son anniversaire. Donc, quand on a préparé la saison 2022, on s'est dit, bien, au fond, pourquoi pas, même si c'est 2 ans plus tard, pourquoi pas faire, c'est ça, pourquoi pas faire comme si c'était encore l'anniversaire Beethoven, puis réaliser ce projet-là. Donc, ce n'est pas une intégrale des symphonies, hein, c'est important de le mentionner, mais on a 3 symphonies importantes de Beethoven. La 3e,
la 5e, archi connue évidemment, la 6e aussi très très connue, qui au fond nous documente un peu le développement de Beethoven en tant que compositeur, hein? Sa manière d'écrire. On s'éloigne vraiment du classique. On était chez Mozart la semaine dernière avec les violons du roi. On s'éloigne du classique, là. La 3e symphonie, on tombe déjà tranquillement. Beethoven commence à installer les bases du romantisme musical là, qui arrive vraiment. Bon. Et avec l'orchestre, en fait, on a développé toute une programmation donc, autour de ces 3 symphonies-là. Chacun des concerts va faire entendre aussi des musiques, des œuvres de compositeurs qui sont soit des précurseurs ou des contemporains de Beethoven, mais des gens qu'on connaît beaucoup, beaucoup moins ou qu'on connaît même absolument pas. Je comprends, oui. Je pense à des noms comme, Cherubini, compositeur un peu connu, Méhul, compositeur un peu connu. Quand on s'en va vers M. Knecht, contemporain de Beethoven, pratiquement inconnu aujourd'hui, M. Vranitzky, pratiquement inconnu aujourd'hui, mais leur musique était populaire, connue, jouée, fréquentée à leur époque. Et si tu veux, c'est que ça montre aussi les liens entre ces compositeurs-là et le grand génie Beethoven qui allait passer à la postérité. Puis ça nous renseigne un petit peu aussi sur l'idée même du génie musical. Oui. Pour moi, Beethoven est peut-être... Si on devait choisir un seul compositeur, peut-être que Beethoven est le plus important. Oui. Toute proportion gardée. Oui, je comprends. Mais même Beethoven n'est pas tombé du ciel. Non, non. Il y a eu même des Beethoven vivait dans une société qui était la sienne, écoutait la musique de ses collègues, connaissait la musique de ses collègues, puis son langage à lui est quand même enraciné dans quelque chose. Puis ça, c'est tout un processus que je trouve vraiment passionnant. Donc, on a nos symphonies de Beethoven qu'on connaît, qu'on aime, puis on a de la très belle musique aussi autour de ça, de gens qu'on connaît à peine, mais qui jettent tout un autre éclairage sur Beethoven. C'est ça que je te peux dire, parce que Beethoven, comme tu m'expliques, il y a quand même un univers musical. Bien sûr. Il y avait des gens avant lui, il y avait des gens autour de lui, puis il y en a eu après lui, mais tu sais, je te dirais, il est allé chercher aussi des choses, j'imagine, de ces musiciens-là, de ces compositeurs-là, pour pouvoir les transposer, les magnifier à sa manière à lui. Donc, c'est sûr, il faut comprendre qu'il y avait un environnement musical qui existait à son époque. Et oui, lui, il a ressorti. C'était la vedette, c'était le Céline Dion, on pourrait dire, dans un sens. Mais combien qu'il y en... Mais dans le sens, je veux dire, il y a quand même eu d'autres musiciens, d'autres compositeurs, il y a quand même eu d'autres choses. Je trouve ça passionnant. Ces gens-là, on les connaît pas du tout aujourd'hui. Peut-être qu'on va entendre leur musique, on va se dire, je pense que ça risque d'arriver aussi. On va écouter leur musique, on va se dire, mais c'est de la belle musique. Mais Beethoven, c'est meilleur quand même. Oui. Puis, il y a ça aussi. C'est une manière aussi de réfléchir sur tout cette espèce de processus historique-là, en fait. Pourquoi on joue Beethoven aujourd'hui puis on ne joue pas les autres? Oui. Bien, peut-être parce que les autres, finalement, ils nous parlent moins que Beethoven. Ils parlaient plus au public de leur époque, mais ils sont moins éternels, on va dire. Aujourd'hui, Beethoven nous parle beaucoup plus parce que c'est Beethoven. Parce qu'il y a quelque chose d'intemporel, oui, puis on connaît un peu sa musique aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vendredi 15 juillet, avec la 3e symphonie, là, j'en ai parlé un peu, mais je trouve que c'est vraiment, tranquillement, on plonge vers le romantisme, puis dans une forme de modernité, si tu veux. Là, on est au début du 19e siècle. Il y a tout le contexte en Europe, Napoléon, les guerres napoléoniennes, les révolutions tranquillement aussi qui se préparent. Là. On s'avance, on sort tranquillement des Lumières, puis on avance vers le 19e siècle européen qui va être le siècle du romantisme. Puis si on pense à la 5e symphonie, encore une fois que tout le monde a déjà entendu les premières mesures. C'est ça. Bon. Mais justement, d'entendre cette symphonie-là un peu dans son contexte de création. Puis la 6e symphonie, le dimanche après-midi, moi, je me dis toujours, ces compositeurs-là, Beethoven, Handel, dont on parlera plus tard, etc., ils ne connaissaient pas l'amphithéâtre de la Naudière. Mais
des fois, je me dis, même Beethoven aurait pu écrire la symphonie pastorale, sa 6e symphonie, pour l'amphithéâtre de la Naudière, tellement dans la forêt. C'est une œuvre qui s'inspire de la nature, qui nous renseigne sur la place de l'être humain dans l'environnement, dans la nature, etc., etc. Donc, quel beau week-end avec cet orchestre allemand donc, de Berlin autour de Beethoven, 15, 16 et 17 juillet. Et dans la semaine, on va avoir encore des spectacles en église. On est en église, bien sûr, aussi, le 20 juillet, à l'église de Saint-Ambroise de Kildare, qui est une église aussi qu'on connaît, qu'on aime beaucoup, un des plus beaux villages, j'ai envie de dire, là, de la région. Moi j'ai grandi à Joliette, hein? Les auditeurs, les gens le savent peut-être à la télé. Puis toute cette route-là, la route 343 jusqu'à Saint-Côme et j'en passe, là, ce sont des villages que j'ai fréquentés, que j'ai bien connus, donc Saint-Ambroise, Sainte-Marceline, Saint-Alphonse, évidemment. C'est des endroits qu'on retrouve toujours avec bonheur. Donc, 20 juillet à Saint-Ambroise, c'est un quatuor à cordes américain, quatuor Calder, du nom de grand artiste plasticien, que je dis Calder, je le francise, c'est Calder, en fait. Et là, eux aussi, même un peu dans le même esprit, c'est-à-dire que c'est la reprise d'un projet qu'on avait conçu pour l'anniversaire de Beethoven en 2020. Et c'est vraiment, en fait, c'est un décalque parfait. C'est aussi un voyage un peu dans l'univers de Beethoven, avec 2 quatuors à cordes, mais un quatuor de jeunesse, j'ai envie de dire, et un quatuor de maturité, pour vraiment avoir là, les 2 extrêmes. Beethoven a vécu quand même 57 ans. Son langage musical s'est développé au fil de sa vie d'une manière absolument inouïe. Moi, je suis, à tous les jours de ma vie, là, quand je pense à ça, je suis en pamoison, en admiration devant ce génie musical-là qui était Beethoven. Donc, un quatuor de l'opus 18 et le grand quatuor opus 131. Et entre les deux, un morceau, une pièce contemporaine d'un compositeur scandinave qui s'appelle Hilborg. Donc, on marie un peu le Beethoven plus classique avec le Beethoven déjà très romantique, même peut-être tranquillement post-romantique, puis avec un morceau écrit aujourd'hui. Le quatuor Calder défend aussi vraiment la musique contemporaine, ça je trouve que c'est important. Une fois de temps en temps quand même, pour permettre aux gens aussi d'entendre des choses qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Éduquer l'oreille, comme on dit. C'est ça, puis de se dire, écoute, la musique d'aujourd'hui, la musique contemporaine, c'est pas si rébarbatif que ça, c'est pas si difficile que ça, finalement c'est beau aussi. Oui. Donc, voilà, donc une pièce de M. Hilborg là, dans ce concert-là, le 20 juillet à Saint-Ambroise. Donc, encore une très belle semaine qui va s'achever puis à découvrir. Ouais. Donc, on va avoir fêté Beethoven. On va avoir souligné Beethoven. Peut-être pas fêté, souligné. On va avoir souligné, on va dire, l'anniversaire de Beethoven un peu en retard, autant qu'on peut, autant qu'on aura pu. En 2020, évidemment, on avait à l'origine l'intégrale des concertos pour piano avec Marc-André Hamelin qui finalement a été donné déjà l'été dernier. Donc, on ne peut pas nécessairement répéter ça tout de suite, mais voilà, c'est un petit peu notre hommage à Beethoven. Puis, c'est un hommage vraiment, encore une fois, festivalier. On prend des chemins de traverse, c'est-à-dire, oui, les symphonies, mais encore une fois, sous un éclairage un peu différent. Oui, les quatuors, mais avec une réflexion aussi plus poussée peut-être, puis avec la musique contemporaine. C'est passionnant. Au milieu, Donc, on rappelle qu'il y a toujours des billets disponibles. Absolument. Et à l'amphithéâtre, en arrière, on a une belle vue sur le gazon. En arrière. Profitez-en. Lanaudière.org, tous les détails sont là. La présentation des concerts, les biographies des artistes, tous les détails, la possibilité d'acheter des billets sur le site. Je te remercie, Renaud. Avec grand plaisir. Le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite une belle activité, vous en effet proposée en collaboration avec le comité environnement de la municipalité de la Visitation de l'île du Port. Ça se déroulera lundi, le 18 juillet, 11h30. On vous invite à un pique-nique, apportez votre lunch. Ça se déroulera à la forêt nourricière de la Visitation de l'île du Port. C'est près du 130 rang Île du Port. Midi 30, mini-conférence d'information et d'horticulture sur la forêt nourricière. Donc, on vous invite à cela. 13h30, activités communautaires et bénévoles d'aide au comité
de la forêt nourricière pour désherber une partie du site. 14h30, marche et observation sur le rang de l'île du Pas. L'inscription est obligatoire avant vendredi 15 juillet, donc il vous reste aujourd'hui et demain. 450-836-7122, 450-836-7122, ou si vous êtes du coin de la Velletrée, 450-875-0921. Allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er juillet, 82 ans, est décédé M. Roland Anger, fils de feu Léo Anger, de feu Cora Pelletier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil sa famille, autres parents et amis. Selon sa volonté, la dépouille de M. Anger ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. À l'hôpital Le Gardeur, le 30 juin, à 56 ans, est décédé M. Martin Mercier, fils de feu Robert Mercier, de feu Stella Labelle, demeurant à l'Assomption, autrefois de Saint-Ignace de Loyola. La famille vous accueillera vendredi, le 15 juillet, de 19 à 22 heures au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une prière au complexe à 22 heures. Passons à la météo. Bienvenue en ce jeudi après-midi. Aujourd'hui, nous avons un temps nuageux avec averses, une température de 21, un temps ressenti de 23. Jeudi soir, c'est un ciel variable, une température de 20, un temps ressenti de 21. Jeudi nuit, c'est généralement dégagé, une température de 13, un temps ressenti de 13. Vendredi matin, ça sera ensoleillé, une température de 17, un temps ressenti de 17. Vendredi après-midi, c'est généralement ensoleillé, avec une température de 23, 26, un temps ressenti de 29. Vendredi soir, c'est ensoleillé avec avec passage nuageux, une température de 25, un temps ressenti de 28. Voilà, c'était tout pour votre météo. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée à notre antenne. Alain Bellumeur au pupitre. C'était vos informations sur CTRB, votre réseau local et régional. On vous invite donc à être des nôtres demain pour la prochaine édition du Bulletin d'information. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.